de 15 000 cas de cancer tous les ans en Côte d'Ivoire. La situation est préoccupante. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Les différents chefs d'unité du commandement des forces terrestres dressent le bilan de leur action lors de la cérémonie de prise d'armes à l'ancien camp d'Akwedo. Et puis la paralysie politique s'installe en Thaïlande. Les États-Unis mettent en garde contre un éventuel coup d'État. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, plus de 15 000 cas sont découverts chaque année en Côte d'Ivoire. Le cancer, un tueur silencieux, peut être évité en ayant une bonne hygiène alimentaire et en évitant la consommation du tabac. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, annonce la création d'un centre d'oncologie en Côte d'Ivoire. On l'écoute. En Côte d'Ivoire, le cancer est malheureusement une réalité. Et les chiffres du registre du cancer publié le 17 octobre 2012 donnent par fréquence les 5 principaux types de cancer, dont le cancer du sein avec 19,9%, le cancer du foie avec 15,4%, le cancer du col de l'utérus avec 10,4%, le cancer de la prostate avec 9,3% et les hémopathies malignes à hauteur de 7,2%. En agissant dès maintenant, près de 100 000 vies peuvent être sauvées d'ici 2020. Pour l'année 2014, la volonté du gouvernement, qui est d'offrir un centre d'oncologie pour le traitement du cancer aux populations ivoiriennes, devient une réalité. En effet, les études de faisabilité de cet important projet pour notre pays sont en phase de démarrage et les travaux de réalisation se situeront dans la deuxième moitié de l'année. Le cancer constitue la première cause de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, en 2030, il y aura 13 millions de décès liés au cancer contre 8 millions annoncés pour cette année par l'Union internationale contre le cancer. En Côte d'Ivoire, plus de 15 000 nouveaux cas de cancer se déclarent chaque année. Le reportage de Christelle Milan. Cancer, le mot fait peur et suscite des angoisses lorsque le diagnostic est posé. À juste titre, car 70% des cancers en Côte d'Ivoire évoluent vers la mort. Le cancer est une maladie chronique qui se caractérise par une multiplication anarchique des cellules. Tout part d'une cellule génétiquement déréglée. À ce stade, le cancer est en formation. La cellule déréglée commence à se multiplier indéfiniment. Des masses sont formées, ce sont des tumeurs. La propagation de ces cellules dans tout l'organisme réfère aux métastases. C'est le stade ultime. Tous les tissus du corps humain sont susceptibles d'être cancéreux. Nous avons autour de 12 à 15 000 nouveaux cas chaque année dans tout le territoire, ce qui constitue déjà un problème de santé publique. Nous avons essentiellement 5 cancers prévalents, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus chez la femme, le cancer du foie et le cancer de la prostate qui sont les cancers prédominants chez l'homme et le lymphome de Burkitt chez l'enfant. Environ 15% des cancers sont d'origine infectieuse. Le virus de l'hépatite pour le foie ou le papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus. Les autres facteurs cancérigènes tiennent notamment de l'alcool, du tabac, de l'alimentation pauvre en fruits et légumes et des polluants atmosphériques. Pour prévenir le cancer, il faut réduire l'exposition à tous ces facteurs cancérigènes. Mais des consultations médicales régulières aident aussi à la prévention. Les signes qui dominent, ce sont les hémorragies, ce sont l'apparition d'une masse au niveau du corps qui doit faire suspecter. Ce sont des signes d'ordre généraux comme la fièvre et l'amaigrissement qui doivent faire consulter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit l'âge, autour de la trentaine, on doit pouvoir faire des consultations régulières chez le médecin. Le cancer est une maladie dangereuse. Cependant, un dépistage précoce permet de mieux traiter la maladie afin de freiner son évolution vers le stade ultime. Sachez que 10 policiers proches de l'ex-président Laurent Gbagbo relaxés par le tribunal militaire d'Abidjan. Ils étaient poursuivis pour violation de consignes et ils ont été déclarés non coupables. Cérémonie de prise d'armes au commandement des forces terrestres avant une réunion de commandement a eu lieu à l'ancien camp d'Akwedo. Cette réunion se tient tous les mois et elle permet de dresser le bilan des actions des responsables d'unité sur toute l'étendue du territoire. On en parle avec Hamza Diaby.
Le général Gaoussou Soumaoro, commandant des forces terrestres, l'ensemble des chefs de corps d'armée et les chefs de bureau des forces terrestres, tous sont présents ce 30 janvier à l'ancien camp d'Akwedo. C'est la cérémonie de prise d'armes mensuelle des troupes. C'est une cérémonie qu'on fait une fois par mois et la cérémonie permet au commandant des forces terrestres de s'adresser à tous ces hommes. Puisque au cours de cette cérémonie, vous avez vu, il y a toutes les unités des forces terrestres. Les forces terrestres sont 14, toutes les unités envoient des représentants pour venir écouter le message du commandement des forces terrestres qui lui-même émane des commandements du chef d'état-major général. L'occasion également de rencontrer tous les chefs pour une réunion de commandement, histoire de faire l'état des lieux des activités sur toute l'étendue du territoire. Les réunions de commandement, ça permet aussi à l'état-major des forces terrestres que dirige le commandant des forces terrestres de donner les directives, ces directives à ses subordonnés, et afin que ceux-là aillent les exécuter. Et puis ça permet aussi de suivre leur travail parce que pendant les réunions de commandement, chaque chef de corps nous expose un certain nombre de choses selon un canevas qu'on leur donne à l'avance. Et puis on le juge à travers ça. Le général Gaoussou Soumaoro a pu dresser son plan d'action au titre de la nouvelle année. Il a demandé le renforcement des acquis de 2013, la cohésion par l'organisation des unités et surtout l'accroissement des capacités opérationnelles des FRCI. Il a terminé par la rigueur et la discipline qui doivent chaque jour guider ses hommes. La sécurisation des biens et des personnes ont toujours d'actualité. Pour y arriver, il convient de lutter aussi contre la prolifération des armes légères. Une conférence de presse s'est tenue récemment à Abidjan pour expliquer l'intérêt de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. On en sait plus avec Grace Kando. La circulation illicite des armes légères et de petit calibre a des conséquences désastreuses sur le développement social et économique. Conscients donc de ce fait, les États membres de la CEDEAO ont signé en 2006 une convention en vue de créer un cadre juridique pour une lutte efficace contre ce fléau. La convention vise à réguler et à réduire le flux d'armes qui existe dans la sous-région. On a un test régional qui demande de se mettre ensemble pour travailler sur une question difficile. Il faut commencer à mettre en place les dispositifs qui existent et les appliquer effectivement. Prévenir l'usage abusif des armes légères et de petit calibre, réglementer la possession par les civils, contrôler et assurer la gestion des armes sont entre autres des décisions de cette convention. Selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre, la Côte d'Ivoire a fait des progrès dans ce sens. Il est demandé aux États de faire le marquage de leurs armes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 12 000 armes qui sont marquées. Deuxième élément, recommandation de la Convention de la CEDEAO, c'est qu'on puisse mettre en place des registres. Aujourd'hui, nous avons des logiciels, nous avons des serveurs à la police, à la gendarmerie et avec des unités dans les différents services, des registres sécurisés avec du personnel formé. La Côte d'Ivoire sort d'une crise, elle est donc engagée dans la sensibilisation des populations sur les conséquences dévastatrices de la circulation des armes légères et de petit calibre. Parlons éducation, une salle multimédia vient d'être mise à la disposition des étudiants de l'université Nangui-Abrogwa, ce qui va permettre aux apprenants de faire plus de recherches, mieux assimiler les cours, une initiative du projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur. Le reportage de Franck Quadio. Une salle multimédia équipée d'une quarantaine d'ordinateurs avec onduleur, une imprimante grande capacité et un vidéoprojecteur d'un montant de 30 millions de francs CFA offerte à l'université Nangui-Abrogwa. Une salle obtenue grâce au projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur à Gures, financé par l'ambassade de France. Elle vient renforcer les capacités de mise en œuvre du système LMD, licence, master, doctorat. C'est un premier pas. Nous allons appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire pour construire d'autres salles multimédia, à Nangui-Abrogwa, mais aussi dans les autres universités publiques. Mettre en place ce système LMD, il y a des préalables. Renforcer les capacités informatiques, renforcer les capacités documentaires. Un équipement important avec connexion Internet qui permettra l'accès aux ressources documentaires en ligne et à des bases de données de formation. La mise en place de la réforme licence, master, doctorat
ne peut véritablement être réussi sans support informatique. Le fait de pouvoir aller sur Internet permet de donner des cours de meilleure qualité. On était obligé de sortir de l'université pour aller faire nos recherches dehors. Maintenant qu'on a la salle multimédia, nous savons que cela va vraiment apporter un souffle. Le projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur à Gures, financé à plus de 650 millions de francs CFA, apporte un appui à la gouvernance universitaire. Plusieurs autres structures d'enseignement supérieur bénéficieront de projets de ce type. Démission de l'ex-vice-président du parti au pouvoir, c'est au Nigeria. Il rejoint la principale formation de l'opposition. La raison de sa démission, le People's Democratic Party, PDP, refuse de respecter les promesses faites par le passé. À l'étranger, au Burundi, la crise gouvernementale se durcit après l'éviction du président de l'UPRONA, le principal parti Tutsi. Les deux formations sont au bord de la rupture totale. Deux leaders de l'UPRONA, dont l'ancien vice-président limogé il y a quelques jours par le chef de l'État, accusent les autorités de vouloir les arrêter. Le pouvoir burundais dément. En France, procès en France d'un ancien officier rwandais accusé de complicité de génocide 20 ans après le génocide. Une première dans ce pays. La France est souvent accusée d'avoir soutenu le régime génocidaire, un génocide qui a fait plus de 800 000 morts. En Centrafrique, le chef d'état-major des armées françaises estime que la violence a été en partie à Bangui. En 2 mois, l'amiral assure que le désarmement des milices et des rebelles a commencé hors de la capitale. En revanche, difficile de couvrir le pays. Les forces panafricaines de la MISCA et les forces françaises ont sécurisé ce week-end la ville de Subit au nord de Bangui. Les blindés de l'opération Sangaris sont entrés sans rencontrer de résistance dans Sibut, à 180 km au nord de Bangui. Les ex-Séléka qui tenaient la ville et négociaient un possible cantonnement ont préféré fuir. Sibut a été pris à 7 h du matin sur une action à peu près de 2 heures. À signaler sur zone, pas grand-chose puisqu'il n'y avait plus de Séléka. Ils étaient partis dans la nuit. Quelques habitants en profitent pour piller et détruire méthodiquement les biens des musulmans. Accusés d'avoir aidé la rébellion, ceux-ci ont préféré abandonner leur maison et fuir. Les militaires français interviennent pour faire cesser les vengeances. Les enfants, eux, ont retrouvé sourire et insouciance. Le marché reprend lentement vie, même si les étals restent désespérément vides. Je suis très heureuse que les Séléka soient partis et fière que les troupes étrangères soient venues pour nous. Les anti-Balaka, ces milices chrétiennes d'autodéfense qui arborent des colliers de gris-gris, sont sortis de la brousse. Ils regrettent de ne pas avoir eu assez d'armes et de munitions pour libérer seule la ville et empêcher les dernières exactions. Avant l'arrivée de Sangaris et Miska, il y avait tellement de tueries. Même ce matin, il y a eu des corps qui flottaient sur le fleuve. L'équipe de la Croix-Rouge se lance dans une macabre recherche et ne tarde pas à découvrir un corps échoué sur la berge. Et puis la paralysie s'installe en Thaïlande. Le déroulement quasi normal du scrutin n'éclaircit pas pour autant la situation. Les partisans de Suthep ont toujours décidé à renverser le Premier ministre Shinawatra, soupçonné d'agir pour le compte de son frère Thaksin, chassé du pouvoir en 2006, ont perturbé l'organisation du scrutin dans un tiers des circonscriptions, 127 sur 375. Les manifestations anti-gouvernementales continuent en Thaïlande. Au lendemain des élections législatives boycottées par l'opposition, les manifestants font front contre la première ministre. Déterminés à l'évincer du gouvernement, ils ont aujourd'hui encerclé ses bureaux officiels situés à Bangkok. Une paralysie politique qui pourrait s'étaler sur de nombreuses semaines, voire des mois. De son côté, le Parlement ne peut se réunir, faute de cours au matin. Sachez aussi que l'avocat de l'opposition thaïlandaise demande à la justice la dissolution du parti au pouvoir. Et puis en Syrie, le chef de l'opposition est à Moscou. Il rencontre le ministre des Affaires étrangères russe. L'objectif est de persuader Moscou à faire pression sur le régime de Damas afin qu'il accepte la mise en place d'un gouvernement de transition. Et puis aux États-Unis, le Super Bowl a réuni plus de 96 millions d'Américains, un chiffre en baisse par rapport à l'année dernière, avec plus de 108 millions de téléspectateurs l'année dernière. Le Super Bowl est l'événement sportif le plus important de l'année aux États-Unis.
Scène de liesse aux abords du stade du New Jersey après la finale du Super Bowl aux États-Unis. Plus de 110 millions de spectateurs ont suivi l'écrasante victoire des Seahawks de Seattle sur les Broncos de Denver. Le Super Bowl, un événement sportif et aussi commercial, comptait près de 4 millions de dollars pour la diffusion de l'un de ces spots publicitaires d'une durée de 30 secondes. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.